Ce soir, nous allons parler d'un voyage que des milliers de personnes veulent faire. Un voyage vers la planète rouge, vers Mars. Depuis des décennies, Mars est le symbole ultime de l'exploration humaine. La prochaine frontière, la prochaine grande aventure de l'espèce humaine, le prochain pas après la Lune. Des milliardaires y consacrent leur fortune. Des agences spatiales y consacrent des décennies de recherche. Des ingénieurs brillants y consacrent leur carrière. Et des dizaines de milliers de personnes à travers le monde ont déjà dit qu'elles étaient prêtes à y aller, prêtes à quitter la Terre, prêtes à passer des mois dans l'espace, prêtes à poser le pied sur un monde étranger. Mais voici ce que personne ne dit clairement. Ce que les communiqués de presse n'annoncent pas, ce que les présentations enthousiastes omettent soigneusement, ce que même les astronautes qui s'entraînent pour ce voyage comprennent au fond d'eux-mêmes, même s'ils n'en parlent pas. Ceux qui iront sur Mars ne reviendront probablement jamais. Pas parce que la mission échouera, pas parce qu'il y aura un accident catastrophique, mais parce que la physique, la biologie, la médecine, la psychologie et l'économie de l'exploration spatiale rendent le retour presque impossible, ou du moins presque impossible dans un état qui ressemble encore à un être humain en bonne santé. Ce soir, nous allons explorer chaque obstacle, chaque danger, chaque raison pour laquelle Mars est peut-être une destination à sens unique. Pas pour décourager l'exploration, mais pour comprendre ce que signifie vraiment aller sur Mars et pour honorer honnêtement ceux qui pourraient un jour faire ce voyage. Si tu aimes explorer les profondeurs du cosmos et les grands mystères de l'exploration humaine, prends un instant pour t'abonner. Ça aide cette chaîne à grandir. Maintenant, commençons. Avant de parler des dangers, il faut d'abord comprendre quelque chose de fondamental. La distance, pas intellectuellement, pas comme un chiffre sur une page. Vraiment comprendre ce que cette distance signifie. Mars et la Terre ne sont pas toujours à la même distance l'une de l'autre. Les deux planètes orbitent autour du Soleil à des vitesses et des distances différentes. Quand les deux planètes sont du même côté du Soleil, au point le plus proche de leur orbite respective, et elles peuvent être séparées par environ 54 millions de kilomètres. C'est ce qu'on appelle l'opposition favorable. Quand elles sont du côté opposé du Soleil, la distance peut atteindre 401 millions de kilomètres. En moyenne, la distance entre la Terre et Mars est d'environ 225 millions de kilomètres. 225 millions de kilomètres. Pour mettre ça en perspective, la distance de la Terre à la Lune est d'environ 384 000 kilomètres. La distance de la Terre à Mars est environ 600 fois supérieure à la distance de la Terre à la Lune. Les astronautes des missions Apollo ont mis environ 3 jours pour atteindre la Lune. Un voyage vers Mars prendrait entre 6 et 9 mois dans le meilleur des cas. 6 à 9 mois dans un vaisseau spatial. Et ce n'est que pour l'aller. Mais voici la partie que les gens oublient souvent. Tu ne peux pas partir de Mars quand tu veux. Les lancements vers Mars ne sont possibles que pendant de courtes fenêtres de lancement qui se produisent environ tous les 26 mois. C'est le temps qu'il faut pour que la Terre et Mars se retrouvent dans la bonne configuration orbitale pour permettre un voyage efficace. Si tu rates la fenêtre de lancement, tu dois attendre 26 mois. Et une fois sur Mars,
Si tu veux revenir, tu dois attendre que la prochaine fenêtre de lancement vers la Terre arrive. Selon les calculs des ingénieurs spatiaux, après être arrivés sur Mars, les astronautes devraient attendre environ 500 jours sur la planète rouge avant que la prochaine fenêtre de retour soit disponible. 500 jours, 1 an et demi, sur une planète hostile, avec des ressources limitées, à des centaines de millions de kilomètres de la Terre. Et donc le voyage complet, aller, attendre sur Mars, retour, prend environ 2 ans et demi. 2 ans et demi au minimum. Et pendant tout ce temps, chaque fraction de seconde, les astronautes sont exposés à des dangers que nous allons maintenant examiner un par un. Commençons par le danger le plus constant, le plus insidieux et l'un des plus difficiles à résoudre, les radiations spatiales. Sur Terre, nous sommes protégés par 2 boucliers extraordinaires. Le premier est le champ magnétique terrestre, la magnétosphère. Ce champ invisible, généré par le noyau liquide en fer de notre planète, enveloppe la Terre et dévie la plupart des particules chargées qui viennent du Soleil et de l'espace. Le deuxième est notre atmosphère, une couche d'air de plusieurs dizaines de kilomètres d'épaisseur qui absorbe une grande partie du rayonnement qui parvient jusqu'à elle. Ces 2 boucliers combinés nous protègent de la grande majorité des radiations spatiales. Dans l'espace, entre la Terre et Mars, il n'y a rien. Pas de magnétosphère, pas d'atmosphère, rien. Les astronautes sont exposés directement à 2 types de radiations particulièrement dangereuses. Le premier type est le rayonnement solaire. Le Soleil émet en permanence un flux de particules chargées, le vent solaire, ainsi que des photons de haute énergie, notamment des rayons X et des rayons UV. En temps normal, ce rayonnement est relativement constant, mais le Soleil n'est pas toujours calme et il produit régulièrement des éruptions solaires et des éjections de masse coronale, des explosions soudaines qui peuvent libérer en quelques minutes une énergie équivalente à des milliards de bombes atomiques. Ces événements envoient dans l'espace des torrents de particules à haute énergie. Sur Terre, notre magnétosphère nous protège. Ce sont ces particules qui créent les aurores boréales quand elles interagissent avec notre atmosphère. Mais un astronaute dans l'espace, sans protection, exposé à une éjection de masse coronale majeure, recevrait une dose de radiation potentiellement létale en quelques heures. Le deuxième type est encore plus préoccupant. Les rayons cosmiques galactiques. Ce sont des particules à haute énergie, principalement des protons, qui viennent de l'extérieur du système solaire. Elles sont accélérées par des explosions de supernovas et d'autres phénomènes violents à travers la galaxie. Elles voyagent à des vitesses proches de celles de la lumière et elles portent des énergies si élevées qu'elles peuvent traverser plusieurs centimètres de plomb sans être arrêtées. Il est pratiquement impossible de se protéger complètement contre les rayons cosmiques galactiques. Ajouter plus de blindage à un vaisseau spatial pour s'en protéger est contre-productif. Les rayons cosmiques les plus énergétiques, en frappant le blindage, créent des particules secondaires qui peuvent être encore plus dangereuses que les particules originales. Maintenant, quelle est la dose de radiation qu'un astronaute recevrait pendant un voyage aller-retour vers Mars? Les données de la sonde Mars Science Laboratory, et qui a voyagé vers Mars sans équipage,
ont permis de mesurer les radiations sur le trajet. Un astronaute recevrait environ 0,66 sieverts pendant les 6 mois de voyage vers Mars, puis environ 0,18 sieverts supplémentaires pendant les 500 jours sur la surface martienne, puis encore environ 0,66 sieverts pendant le voyage de retour. Total, environ 1,5 sievert pour l'ensemble de la mission. Pour comprendre ce que ça représente, la limite annuelle de radiation recommandée pour les travailleurs du nucléaire est de 0,02 sievert. La dose totale reçue pendant une mission vers Mars serait donc 75 fois supérieure à cette limite annuelle. Les directives actuelles de la NASA limitent la dose totale de radiation qu'un astronaute peut recevoir pendant toute sa carrière à environ 0,6 à 1,2 sievert selon son âge et son sexe. Une seule mission vers Mars dépasserait ou atteindrait cette limite de carrière entière, ce qui signifie qu'un astronaute qui irait sur Mars ne pourrait plus jamais être envoyé dans l'espace après son retour. Sa carrière d'astronaute serait terminée et les conséquences sur sa santé. À une exposition totale de 1,5 sievert, le risque de développer un cancer au cours de la vie augmente significativement. Selon certaines études, le risque de mort prématurée dû à un cancer causé par les radiations pendant une mission martienne pourrait être de l'ordre de 3 à 5%. Ce n'est pas une mort certaine, mais c'est un risque réel et mesuré, et nous parlons uniquement du cancer. Les radiations ont d'autres effets. Elles peuvent endommager le système nerveux central directement. Et des études sur des souris exposées à des niveaux de rayons cosmiques similaires à ceux d'une mission martienne ont montré des dommages aux neurones du cortex préfrontal et de l'hippocampe. Ces dommages se traduisent par des problèmes de mémoire, de concentration et de prise de décision. Des problèmes cognitifs qui pourraient apparaître pendant la mission elle-même. À un moment critique, quand les astronautes ont besoin de toute leur capacité mentale pour faire face à une urgence, leur cerveau pourrait être endommagé par les radiations accumulées. Des études plus récentes suggèrent également des effets cardiovasculaires, des dommages au système digestif et des problèmes oculaires liés aux radiations spatiales. La NASA travaille sur des solutions et des médicaments radioprotecteurs qui pourraient réduire les dommages cellulaires. Des matériaux de blindage plus efficaces, notamment à base d'hydrogène, qui est meilleur pour absorber certains types de radiations. Des vestes de protection spéciales. Mais à ce jour, il n'existe pas de solution complète. Les radiations restent l'un des obstacles les plus fondamentaux à un voyage humain vers Mars et à un retour en bonne santé. Le corps humain a évolué pendant des millions d'années dans un environnement précis, avec une gravité précise. La gravité terrestre, 9,81 mètres par seconde carrée, que nous notons G. Chaque système de notre corps est calibré pour fonctionner dans cette gravité spécifique. Notre système osseux, notre système musculaire, notre système cardiovasculaire, notre système nerveux, notre système immunitaire et notre vision, notre équilibre. Tout est calibré pour un G. Dans l'espace, en microgravité, le corps commence immédiatement à se dégrader. Commençons par les os. Sur Terre,
la gravité exerce une pression constante sur notre squelette. Cette pression stimule les ostéoblastes, les cellules qui construisent l'os. Sans cette pression, les ostéoblastes ralentissent leur travail. Pendant ce temps, les ostéoclastes, les cellules qui détruisent l'os pour libérer du calcium dans le sang, continuent à travailler normalement. Le résultat est une perte osseuse progressive. Les astronautes en orbite sur la Station spatiale internationale perdent en moyenne environ 1 à 2% de leur masse osseuse par mois. Pour comparaison, une personne âgée atteinte d'ostéoporose perd environ 1% de sa masse osseuse par an. Les astronautes perdent en un mois ce qu'un patient ostéoporotique perd en un an. Après 6 à 9 mois dans l'espace, certains astronautes ont perdu jusqu'à 10% de leur densité osseuse dans certaines régions. Des os appauvris, fragiles, susceptibles de se fracturer. Des os qui mettront des années à récupérer, si tant est qu'ils récupèrent complètement. Maintenant, les muscles. Sans la résistance constante de la gravité, les muscles s'atrophient. Les muscles des jambes et du dos, ceux qui travaillent constamment contre la gravité sur Terre, sont les plus touchés. La perte de masse musculaire peut atteindre 20% en quelques semaines. Les astronautes sur la Station spatiale internationale s'entraînent 2 heures par jour sur des appareils spécialement conçus pour contrer cette atrophie. Et pourtant, quand ils reviennent sur Terre après 6 mois, ils ne peuvent souvent pas marcher sans aide. Ils doivent être portés hors de la capsule. Ils ont besoin de semaines, parfois de mois, de rééducation pour récupérer une mobilité normale. Maintenant, imagine ce qui se passe pour un voyage de 2 ans et demi. Ensuite, le système cardiovasculaire. Le cœur est une pompe. Sa fonction principale est de pomper le sang vers le haut, contre la gravité, pour irriguer le cerveau et les parties supérieures du corps. En microgravité, le cœur n'a plus besoin de pomper contre la gravité. Les fluides corporels se redistribuent vers le haut. Le visage gonfle, les jambes s'amincissent. Le cœur, qui n'a plus besoin de travailler aussi fort, commence à s'atrophier lui aussi. Ses parois s'amincissent, sa masse diminue, et des études ont montré que le cœur des astronautes peut devenir plus sphérique et moins efficace après un séjour prolongé dans l'espace. Un cœur affaibli qui devra soudainement faire face à la gravité martienne, 0,38 G, puis éventuellement à la gravité terrestre, 1 G, lors du retour. Cela pourrait être catastrophique. Puis, il y a les yeux. La redistribution des fluides vers le haut en microgravité augmente la pression intracrânienne. Cette pression accrue sur le cerveau et les yeux peut causer des problèmes visuels graves. Environ 60% des astronautes qui passent du temps dans l'espace rapportent des problèmes visuels, des images floues, des difficultés à lire, des modifications permanentes de la forme du globe oculaire, et certains astronautes ont besoin de lunettes après leur retour, alors qu'ils n'en avaient pas besoin avant leur départ. Dans des cas plus graves, la pression intracrânienne élevée peut causer des dommages aux nerfs optiques, des dommages parfois irréversibles. Un astronaute qui revient de Mars pourrait ne plus jamais revoir correctement. Enfin, il y a le système immunitaire. La microgravité affaiblit le système immunitaire. Les cellules immunitaires fonctionnent moins efficacement. Les virus latents dans le corps, comme l'herpès
ou le virus d'Epstein-Barr peuvent se réactiver. Les astronautes dans l'espace sont plus susceptibles aux infections que sur Terre. Dans l'environnement confiné d'un vaisseau spatial, loin de tout secours médical terrestre, une infection qui serait bénigne sur Terre pourrait devenir une urgence médicale grave. Et sur Mars, la gravité est de 0,38 grains, pas suffisante pour récupérer les effets de la microgravité du voyage, pas suffisante pour arrêter la dégradation progressive du corps. Le corps continuera à se dégrader, moins vite que dans l'espace, mais continuellement. Après 2 ans et demi, un astronaute qui reviendrait sur Terre aurait un corps méconnaissable physiologiquement, des os fragilisés, des muscles atrophiés, un cœur affaibli, une vision potentiellement compromise, un système immunitaire défaillant et un cerveau potentiellement endommagé par les radiations. Le simple fait d'atterrir sur Terre, d'être soumis à une gravité de 1 G après 2 ans et demi, pourrait être en soi dangereux, peut-être fatal. Et maintenant, parlons des ressources fondamentales: l'air, l'eau, la nourriture. 3 choses sans lesquelles un être humain ne peut pas survivre plus que quelques minutes, quelques jours, quelques semaines. Et 3 choses qui posent des défis extraordinaires pour une mission vers Mars. Commençons par l'air. L'air que nous respirons est composé principalement d'azote, environ 78%, et d'oxygène, environ 21%. Sur un vaisseau spatial ou dans une base martienne, il faut reproduire artificiel cet environnement. La Station spatiale internationale utilise un système qui électrolyse l'eau pour produire de l'oxygène et un système qui absorbe le dioxyde de carbone expiré par les astronautes. Ces systèmes fonctionnent relativement bien, mais ils tombent en panne. En 2021, et plusieurs pannes de systèmes de recyclage d'air ont causé des inquiétudes sur la Station spatiale internationale. Sur la station, en cas de panne majeure, les astronautes peuvent être évacués en quelques heures via les capsules Soyouz ou Dragon amarrés. Sur Mars, il n'y a pas d'évacuation possible. Si le système de recyclage d'air tombe en panne, les astronautes ont peut-être quelques heures pour réparer avant l'asphyxie. Sur Mars, l'atmosphère est composée à 95% de dioxyde de carbone. Elle est extrêmement ténue, avec une pression d'environ 0,6% de la pression atmosphérique terrestre. On ne peut pas respirer l'air martien. Même avec un masque à oxygène, la pression est trop faible pour qu'une combinaison spatiale légère suffise. Il faut une combinaison sous pression complète, lourde et encombrante, et pour sortir sur la surface. La NASA et SpaceX travaillent sur la production d'oxygène à partir de l'atmosphère martienne, un processus appelé MOXIE, que la sonde Perseverance teste actuellement. Mais produire suffisamment d'oxygène pour une base habitée à partir de l'atmosphère martienne reste un défi technologique majeur. Maintenant, l'eau. L'eau est essentielle non seulement pour boire, mais aussi pour produire de l'oxygène par électrolyse et potentiellement pour produire du carburant de retour. Mars contient de l'eau, principalement sous forme de glace au niveau des pôles et possiblement sous forme de glace dans le sol à certaines latitudes. Mais extraire cette eau, la purifier et la rendre utilisable est une entreprise complexe.
et la quantité d'eau nécessaire pour une mission de 2 ans et demi est considérable. Un être humain a besoin d'environ 2 à 3 litres d'eau par jour pour boire. Mais pour l'hygiène, la production d'oxygène et d'autres besoins, la consommation réelle est beaucoup plus élevée. Sur la Station spatiale internationale, les systèmes de recyclage permettent de recycler environ 90% de l'eau, notamment en recyclant l'urine. Sur Mars, il faudrait des systèmes similaires, avec une fiabilité encore plus grande. Parce qu'il n'y a pas de livraison possible, si le système de recyclage d'eau tombe en panne sur Mars et ne peut pas être réparé, les astronautes meurent de soif. Maintenant, la nourriture. Une mission vers Mars devrait emporter suffisamment de nourriture pour 2 ans et demi. La nourriture lyophilisée utilisée par les astronautes d'aujourd'hui est légère et durable, mais elle est coûteuse en termes de masse à lancer, et la valeur nutritionnelle des aliments lyophilisés se dégrade avec le temps. Après 18 mois, certains nutriments essentiels peuvent avoir perdu une part significative de leur concentration. Des carences nutritionnelles sur une période de 2 ans et demi pourraient avoir des effets sérieux sur la santé. La solution idéale serait de faire pousser de la nourriture sur Mars. Des serres pressurisées, protégées des radiations, ou des cultures pourraient être cultivées dans le sol martien ou en hydroponie. C'est technologiquement possible, mais ça nécessite une infrastructure considérable. Et si les cultures échouent, si une maladie fongique détruit les plants, si l'équipement de la serre tombe en panne, les astronautes n'ont que leurs réserves d'urgence. En 2015, l'astronaute Scott Kelly a cultivé de la laitue sur la Station spatiale internationale. C'était une expérience, pas une source de nourriture vitale. Sur Mars, ça devrait être une source de nourriture vitale. La différence est immense. Nous avons parlé du corps. Maintenant, parlons de quelque chose que les ingénieurs ont du mal à mesurer et à résoudre. L'esprit humain. Les effets psychologiques d'un voyage vers Mars sont potentiellement aussi dévastateurs que les effets physiques. Peut-être plus. Commençons par l'isolement. L'être humain est une espèce sociale. Notre cerveau a évolué pour fonctionner dans des groupes, pour avoir des relations sociales complexes, pour interagir avec une variété de personnes. Sur un vaisseau spatial en route vers Mars, dans des habitats pressurisés de petite taille, la recherche sur les expéditions en Antarctique, les missions sous-marines prolongées et les simulations de missions martiennes montrent des résultats inquiétants. Dans ces environnements isolés, les conflits interpersonnels s'intensifient avec le temps. De petites irritations deviennent des conflits majeurs. Des personnalités qui se tolèrent bien au début d'une mission peuvent devenir irréconciliables après plusieurs mois. Dans une simulation de mission martienne conduite en Russie, appelée Mars 500, où 6 participants ont passé 520 jours dans un module isolé simulant un voyage vers Mars, les chercheurs ont observé plusieurs phénomènes préoccupants. Des troubles du sommeil, une réduction progressive de l'activité physique, des phases de dépression, des tensions interpersonnelles. Et c'était dans une simulation, en sachant qu'ils pouvaient sortir en cas d'urgence, en sachant que leur famille était à quelques kilomètres.
Sur une vraie mission vers Mars, les enjeux sont infiniment plus élevés. La communication avec la Terre pose également un défi psychologique unique. À la distance de Mars, les signaux radio mettent entre 3 et 22 minutes pour voyager de la Terre à Mars selon la configuration orbitale. Ce qui signifie qu'un échange de messages prend entre 6 et 44 minutes. Pas de conversation en temps réel possible. Ou si un astronaute a une urgence médicale et appelle la Terre pour assistance, il devra attendre au minimum 6 minutes pour obtenir une réponse. Si la Terre détecte un problème sur la mission et tente de prévenir les astronautes, ces derniers n'apprendront la nouvelle qu'entre 3 et 22 minutes après l'envoi du message. Cette latence de communication crée un sentiment d'isolement profond. Sur la Station spatiale internationale, les astronautes peuvent appeler leur famille par vidéo en temps quasi réel. Puis, il y a l'ennui et la perte de sens. Après les premières semaines d'excitation et de découverte, la routine quotidienne d'une mission martienne serait extraordinairement répétitive. Des tâches de maintenance, des expériences scientifiques, de l'exercice obligatoire, encore des tâches de maintenance, dans un habitat hermétiquement clos, avec la même vue par le hublot tous les jours, la même atmosphère recyclée, les mêmes visages, les mêmes sons. Des études sur des personnes en isolement prolongé montrent que ce type de monotonie peut mener à des états dépressifs sévères, à des crises d'anxiété, voire à des épisodes psychotiques dans les cas extrêmes. Et dans l'environnement d'une mission spatiale, où chaque membre d'équipage est essentiel, un astronaute incapacité psychologiquement est une menace pour la survie de toute l'équipe. La peur est un autre facteur. Sur Mars, chaque journée serait vécue avec la conscience aiguë que tout peut mal tourner. Un microbe dans le système d'air, une fuite dans l'habitat, un dysfonctionnement dans le système de production d'eau, une tempête de poussière qui bloque les panneaux solaires. La liste des façons de mourir sur Mars est longue, et les astronautes le savent. Vivre avec cette conscience permanente pendant 2 ans et demi sans pouvoir l'échapper aurait des effets psychologiques profonds. Les agences spatiales sélectionnent des astronautes avec des profils psychologiques remarquablement stables et résistants au stress. Mais 2 ans et demi sur Mars, et ce serait une pression que même les personnalités les plus solides n'ont jamais eu à endurer. Maintenant, abordons directement le cœur du sujet. Pourquoi le retour est-il si difficile? Ou plutôt, pourquoi est-il presque impossible? Commençons par la physique. Pour quitter Mars et retourner vers la Terre, un vaisseau spatial doit accélérer jusqu'à la vitesse de libération de Mars, qui est d'environ 5 km par seconde, moins que la vitesse de libération terrestre, qui est d'environ 11,2 km par seconde. Mais c'est quand même énorme. Et pour atteindre cette vitesse, il faut du carburant. Beaucoup de carburant. Option 1. Emporter tout le carburant de retour depuis la Terre. C'est l'approche la plus simple conceptuellement. Mais emporter le carburant de retour depuis la Terre est extraordinairement coûteux en termes de masse. Chaque kilogramme de charge utile mis en orbite terrestre coûte entre 2 000 et 10 000 $ selon les lanceurs. Et pour aller vers Mars, il faut déjà dépenser une quantité énorme de carburant. Emporter le carburant de retour augmenterait la masse initiale de la mission
de façon considérable. Le coût deviendrait prohibitif. Et il y a un autre problème fondamental. Si vous emportez le carburant de retour depuis la Terre, ce carburant doit être protégé des radiations spatiales pendant tout le voyage aller, puis stocké sur Mars pendant 500 jours, dans des températures qui oscillent entre moins 125 degrés Celsius la nuit et environ 20 degrés Celsius l'après-midi à l'équateur, avec des variations thermiques extrêmes qui peuvent dégrader les réservoirs et les systèmes de propulsion. Option 2, produire le carburant sur Mars. C'est la solution proposée par SpaceX et par Elon Musk. Mars possède du dioxyde de carbone dans son atmosphère et potentiellement de l'eau sous forme de glace dans son sol. En combinant ces deux éléments dans un processus chimique appelé la réaction de Sabatier, on peut produire du méthane et de l'oxygène. Du méthane et de l'oxygène, qui sont précisément les propergols utilisés par le moteur Raptor de SpaceX. En théorie, des astronautes sur Mars pourraient produire leur propre carburant de retour en utilisant les ressources locales. C'est ce qu'on appelle l'utilisation des ressources in situ. Le concept est brillant, mais en pratique, produire suffisamment de méthane et d'oxygène pour propulser un vaisseau spatial jusqu'en orbite martienne nécessite une installation industrielle considérable. Des extracteurs d'eau, des séparateurs de dioxyde de carbone, des réacteurs chimiques, des réfrigérateurs pour liquéfier les gaz, des réservoirs de stockage. Tout cet équipement doit fonctionner de manière fiable pendant les 500 jours que les astronautes passent sur Mars, sans maintenance majeure possible depuis la Terre, sans pièces de rechange disponibles facilement. Si n'importe lequel de ces systèmes tombe en panne de façon irréparable, le carburant de retour n'est pas produit, et sans carburant de retour, les astronautes ne rentrent pas. Option 3. Envoyer le carburant de retour à l'avance. C'est une approche hybride. Et on envoie d'abord un vaisseau cargo non habité vers Mars avec l'équipement pour produire le carburant, ou avec une partie du carburant déjà produit. On attend que ce vaisseau soit arrivé et que le carburant soit disponible. Puis, on envoie les astronautes. Cette approche est plus sûre en théorie, mais elle nécessite plusieurs missions préparatoires. Chaque mission préparatoire est une opportunité d'échec. Si le vaisseau cargo est perdu pendant le transit, si son système de production de carburant tombe en panne, si le carburant se dégrade pendant l'attente, les astronautes qui arrivent ensuite n'ont pas de moyen de rentrer. Et il y a une question fondamentale que personne n'aime poser directement. Que se passe-t-il si les astronautes arrivent sur Mars et qu'il devient évident que le carburant de retour ne sera pas suffisant? Que se passe-t-il si une éruption solaire majeure détruit les systèmes de production de carburant pendant leur séjour? Que se passe-t-il si une tempête de poussière martienne qui peut durer des mois bloque les panneaux solaires et prive l'installation de production de carburant de son énergie? Les astronautes attendraient peut-être 26 mois de plus pour la prochaine fenêtre de lancement terrestre, peut-être encore 26 mois, avec des ressources qui s'épuisent, dans des corps qui se dégradent. Certains planificateurs de missions à long terme ont commencé à accepter une réalité que peu veulent exprimer clairement.
la première mission habitée vers Mars sera peut-être, de facto, une mission sans retour. Pas par choix initial, mais parce que les obstacles au retour sont si nombreux et si difficiles à surmonter simultanément que la probabilité de tous les résoudre est inférieure à 100%. Et dans l'espace, une probabilité de succès inférieure à 100% peut signifier la mort. En 1990, un ingénieur de la NASA nommé Robert Zubrin a proposé une idée radicale et honnête. Au lieu de prétendre qu'une mission Mars aller-retour était facilement réalisable, Zubrin a conçu une architecture appelée Mars Direct qui prenait en compte les réalités. L'idée centrale de Mars Direct est précisément ce que nous avons discuté. Envoyer d'abord des équipements de production de carburant sur Mars. Attendre que ce carburant soit produit. Puis envoyer les astronautes. Simple en concept. Révolutionnaire en approche. Et Zubrin a calculé que cette architecture réduirait considérablement la masse à lancer depuis la Terre, rendant la mission économiquement viable. Et c'est cette architecture qui a inspiré l'approche actuelle de SpaceX pour sa mission Starship vers Mars. Mais même Zubrin, l'un des plus grands défenseurs d'une mission humaine vers Mars, reconnaît quelque chose d'important. Les premiers humains sur Mars vivront dans des conditions extraordinairement difficiles, avec un équipement qui pourrait tomber en panne, avec des ressources limitées, dans un environnement hostile et avec une incertitude fondamentale sur leur capacité à rentrer. Il y a quelques années, lors d'une conférence, on lui a demandé directement: est-ce que les premiers astronautes sur Mars pourraient ne jamais rentrer? Sa réponse était honnête. C'est possible, et ils le savent, comme les premiers explorateurs qui partaient vers des terres inconnues savaient qu'ils ne reviendraient peut-être pas. Mars est une planète poussiéreuse, très poussiéreuse. Son atmosphère ténue ne protège pas sa surface de l'impact des météorites qui pulvérisent la roche en poussière fine. Et les vents martiens, bien que dans une atmosphère peu dense, peuvent soulever cette poussière et créer des tempêtes globales, des tempêtes qui couvrent parfois l'intégralité de la planète. En 2018, une tempête de poussière globale a enveloppé Mars pendant plusieurs mois. Elle était si intense qu'elle a privé le rover Opportunity de lumière solaire, coupant son alimentation électrique. Opportunity ne s'en est jamais remis. Pour des astronautes sur Mars, une tempête de poussière globale représente plusieurs menaces simultanées. Premièrement, les panneaux solaires. Si la mission dépend d'une alimentation solaire, une tempête de poussière qui bloque 99% de la lumière solaire pendant des semaines ou des mois est catastrophique. Plus de production d'électricité, plus de chauffage des habitats, plus de production d'oxygène, plus de production d'eau, plus de production de carburant de retour. Deuxièmement, les combinaisons spatiales et les équipements. La poussière martienne est extrêmement fine, environ 3 microns de diamètre. Elle s'infiltre partout. Elle s'accumule sur les joints des combinaisons, pouvant compromettre leur étanchéité. Elle s'infiltre dans les mécanismes des équipements, les usant et les bloquant. Elle s'accumule sur les hublots, réduisant la visibilité. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus préoccupant, la poussière martienne est potentiellement toxique.
des analyses de la poussière martienne par les rovers ont détecté la présence de perchlorates. Les perchlorates sont des composés chimiques qui peuvent, en concentration suffisante, inhiber la fonction thyroïdienne et causer d'autres problèmes de santé. Si de la poussière martienne contaminée au perchlorate s'infiltre à l'intérieur d'un habitat ou d'une combinaison et est inhalée par les astronautes, les conséquences pourraient être graves. Il n'existe pas encore de traitement établi pour une exposition chronique au perchlorate martien en conditions de terrain. Imaginons maintenant le scénario optimiste. Tous les obstacles ont été surmontés. Le carburant de retour a été produit et les astronautes ont survécu physiquement et psychologiquement. Ils quittent Mars à bord de leur vaisseau et entament le voyage de retour. 6 à 9 mois de plus dans l'espace. 6 à 9 mois de plus de radiation. 6 à 9 mois de plus de dégradation physique en microgravité. 6 à 9 mois de plus d'isolement. Puis, ils arrivent en orbite terrestre. Et c'est là que commence peut-être le défi le plus immédiat. Après 2 ans et demi dans la microgravité ou la faible gravité martienne, leurs corps ont oublié ce qu'est la gravité terrestre. Leurs os sont fragilisés. Leurs muscles sont atrophiés. Leur cœur s'est reconfiguré pour fonctionner sans la contrainte gravitationnelle normale. Leurs vaisseaux sanguins ont perdu leur tonus. Leur cerveau a recalibré ses signaux d'équilibre. L'atterrissage sur Terre et avec la décélération et le retour soudain à un jet pourrait être traumatisant pour des corps si déconditionnés. Les astronautes qui reviennent de 6 mois sur la Station spatiale internationale dans des conditions de microgravité totale mettent des semaines à des mois à récupérer. Certains ne récupèrent jamais complètement leur densité osseuse initiale. Des astronautes qui reviendraient de Mars après 2 ans et demi auraient besoin d'une rééducation intensive et leur santé à long terme serait compromise par les dommages accumulés. La durée de vie d'un astronaute ayant fait le voyage complet, Mars aller-retour, serait très probablement raccourcie. Pas dramatiquement, pas d'une façon facilement mesurable pour un individu, mais statistiquement, au niveau d'une population, les données suggèrent une augmentation du risque de cancer et de maladies cardiovasculaires, de déclin cognitif et d'autres problèmes de santé chronique. Un astronaute qui rentre de Mars vivra peut-être en bonne santé apparente pendant des années, puis développera un cancer à 55 ans ou des problèmes cardiovasculaires à 60 ans, des problèmes qui sont directement liés à son voyage. Est-ce que ça compte comme ne pas revenir? La réponse dépend de comment on définit le retour. Elon Musk est l'un des partisans les plus enthousiastes et les plus honnêtes d'une mission vers Mars. Et il a dit quelque chose de remarquable à plusieurs reprises. Dans des interviews, dans des conférences, dans des tweets, Musk a déclaré que SpaceX prévoit d'envoyer des humains sur Mars. Et il a admis que les premières missions seront dangereuses. Il a utilisé le mot « risque de mort », pas métaphoriquement et littéralement. Dans une interview, il a dit quelque chose que beaucoup de gens ont trouvé choquant. Il a dit que les personnes qui iraient sur Mars dans les premières missions devraient être prêtes à mourir sur place.
Pas parce que SpaceX ne ferait pas tout son possible pour les ramener, mais parce que la réalité physique et logistique du voyage est telle que la mort est un résultat possible. Et dans certaines configurations de mission, le plus probable. SpaceX a des plans ambitieux pour éventuellement créer une base martienne permanente. Une base permanente signifie des personnes qui ne rentrent pas, des personnes qui vivent sur Mars, peut-être pour toujours, des enfants qui naissent sur Mars et ne connaissent pas la Terre, une civilisation martienne. C'est la vision de Musk, pas une mission d'exploration qui revient, une colonisation permanente. Et dans cette vision, ne pas revenir n'est pas un échec, c'est le plan. Mais pour les premières personnes qui feront ce voyage, pour les pionniers, la question de savoir si elles peuvent revenir reste ouverte. Et la réponse honnête est peut-être pas. Si nous savons tout ça, pourquoi y a-t-il encore des milliers de personnes qui veulent aller sur Mars? Pourquoi des agences spatiales et des entreprises privées continuent-elles à travailler vers cet objectif? La réponse est complexe et elle dit quelque chose de profond sur la nature humaine. Premièrement, il y a la curiosité. Mars est le monde le plus similaire à la Terre dans notre système solaire. Il a eu de l'eau liquide en surface il y a des milliards d'années. Il pourrait avoir eu de la vie. Il pourrait même avoir de la vie aujourd'hui et sous forme microbienne dans des niches souterraines protégées des radiations. La question « Y a-t-il de la vie sur Mars ?» est peut-être la question scientifique la plus importante de notre époque. Et pour y répondre avec certitude, il faudra peut-être que des êtres humains aillent fouiller le sol martien. Les robots font un travail remarquable, mais ils ont des limites. Un géologue humain, avec ses yeux, ses mains, son intuition, pourrait faire en une journée ce qu'un rover fait en une année. Deuxièmement, il y a la survie de l'espèce. Musk le dit clairement. Tant que l'humanité ne vit que sur une seule planète, elle est vulnérable à une extinction totale. Un astéroïde massif, une guerre nucléaire, un supervirus, un changement climatique catastrophique. N'importe lequel de ces événements pourrait éteindre l'espèce humaine si nous n'avons pas de présence hors de la Terre. Mars serait une assurance de survie. Pas pour les individus qui y vont, pour l'espèce. Troisièmement, il y a quelque chose de plus profond et de moins rationnel. L'exploration est inscrite dans l'ADN de l'espèce humaine. Nous avons traversé des océans sur des radeaux de fortune. Nous avons gravi les plus hautes montagnes. Nous avons exploré les profondeurs des océans. Nous avons marché sur la Lune. À chaque fois, des gens ont dit que c'était trop dangereux, trop cher, trop ambitieux. À chaque fois, il s'est trouvé des personnes pour y aller quand même. Les premiers explorateurs qui ont traversé l'Atlantique ne savaient pas s'ils reviendraient. Certains ne sont pas revenus, mais l'exploration a continué. Et parce que certaines personnes sont prêtes à aller là où d'autres ne peuvent pas imaginer aller. Pas parce qu'elles ne comprennent pas les risques, mais parce qu'elles pensent que certaines choses valent le risque. Même si ce risque inclut de ne jamais revenir. Revenons à la question du titre. Pourquoi ceux qui iront sur Mars ne reviendront peut-être jamais? Pas parce que la mission est condamnée à l'échec, mais parce que le cumul des obstacles est extraordinaire. 6 à 9 mois d'exposition aux radiations à l'aller.
un corps qui se dégrade dans la microgravité. 500 jours sur une planète hostile avec de l'air et de l'eau à produire artificiellement. Des systèmes qui peuvent tomber en panne. Un isolement psychologique extrême avec la dépendance à un carburant de retour qui doit être produit sur place ou emporté dans un vaisseau qui doit survivre au transit. 6 à 9 mois de retour avec un corps encore plus dégradé. Un atterrissage sur Terre avec un corps qui a passé 2 ans et demi dans des conditions radicalement différentes de la gravité terrestre. Et même si tout ça se passe bien, une durée de vie potentiellement raccourcie, des cancers possibles dans le futur, des problèmes cognitifs, un corps qui ne sera plus jamais le même. Est-ce que certains de ces obstacles seront résolus avant la première mission habitée vers Mars? Peut-être, probablement même, pour certains d'entre eux, des médicaments radioprotecteurs, des contre-mesures physiques améliorées, des systèmes de production de carburant plus fiables, mais tous simultanément et de façon assez fiable pour garantir qu'un être humain peut faire le voyage aller-retour et rentrer en bonne santé. Ce n'est pas certain, et dans l'espace, pas certain, a des conséquences qui n'existent pas sur Terre. Malgré tout ce que nous venons de voir, il se trouvera des hommes et des femmes qui feront ce voyage, des personnes qui connaîtront tous ces risques, qui auront lu les études sur les radiations, qui comprendront les dégradations physiologiques, qui auront fait les calculs sur le carburant de retour et qui diront quand même oui, qui signeront les documents, qui s'entraîneront pendant des années, qui monteront dans le vaisseau. Ces personnes méritent d'être honorées de façon extraordinaire, pas parce qu'elles sont imprudentes ou inconscientes des risques, mais précisément parce qu'elles connaissent les risques et y vont quand même, parce qu'elles croient que la science, l'exploration et peut-être la survie à long terme de l'espèce humaine valent le sacrifice personnel, comme les premiers navigateurs qui ont traversé des océans inconnus, comme les premiers pilotes qui ont brisé le mur du son, comme les premiers astronautes qui sont allés sur la Lune avec une technologie à peine suffisante. Ils savent qu'ils pourraient ne pas revenir. Et ils y vont quand même. C'est ce que signifie vraiment l'exploration. Pas le confort, pas la certitude, pas la sécurité. L'acceptation que certaines frontières ne peuvent être franchies qu'au prix d'un risque réel, peut-être le risque ultime. Alors que se passera-t-il réellement dans les prochaines décennies? Et SpaceX prévoit d'envoyer des sondes cargo Starship vers Mars lors des prochaines fenêtres de lancement favorables, en 2026 et 2028. Ces missions non habitées testeront la technologie d'atterrissage sur Mars. Si tout se passe bien, une mission habitée pourrait suivre dans les années 2030. La NASA travaille également sur son propre programme Mars plus conservateur, qui prévoit des missions habitées dans les années 2030 ou 2040. Probablement d'abord une mission de survol de Mars sans atterrissage, puis éventuellement un atterrissage. Pendant ce temps, la recherche continue sur les médicaments radioprotecteurs, sur les contre-mesures pour la perte osseuse et musculaire, sur les systèmes de production de carburant martien, sur les matériaux de construction pour des habitats martiens robustes et sur les systèmes de soutien vie fiable
pour des missions de longue durée. Chaque année, nous savons un peu plus. Chaque année, les obstacles sont un peu mieux compris, un peu mieux adressés. Peut-être que d'ici les années 2040, quand des humains se préparent réellement à partir, suffisamment de ces problèmes auront été résolus pour rendre le voyage aller-retour raisonnablement sûr. Raisonnablement, pas complètement. L'espace ne sera jamais complètement sûr, mais peut-être suffisamment sûr pour que les candidats disent oui, et suffisamment sûr pour que les agences spatiales et les entreprises se sentent responsables de les envoyer. Il y aura des accidents, des missions perdues, des astronautes qui ne reviennent pas. C'est inévitable dans toute exploration vraiment nouvelle, acceptable. Ce jour-là, ceux qui iront sur Mars reviendront. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. Et pour les premiers pionniers qui feront ce voyage, la question du retour sera la plus importante et la moins certaine de toutes. Nous avons exploré ce soir tous les obstacles qui rendent le retour de Mars si difficile. Les radiations qui détruisent le corps et le cerveau. La microgravité qui atrophie les os, les muscles et le cœur. L'isolement psychologique qui teste les limites de l'esprit humain et les défis logistiques de produire l'air, l'eau, la nourriture et le carburant de retour sur une planète hostile. Les tempêtes de poussière qui peuvent tout arrêter. Le retour à la gravité terrestre avec un corps dévasté. Et la question fondamentale, même si les astronautes rentrent physiquement, rentrent-ils vraiment? Rentrent-ils avec les mêmes corps, les mêmes esprits, les mêmes vies? La réponse est non. Personne ne revient inchangé d'une telle expérience. Mais peut-être que c'est précisément ça qui définit la vraie exploration. Pas de voyager et de revenir exactement comme tu es parti, mais de voyager, d'explorer, de voir, de comprendre et d'être transformé par ce que tu as vu. Les astronautes qui reviennent de la Station spatiale internationale reviennent différents et ils parlent d'un changement de perspective irréversible, de voir la Terre depuis l'espace, de comprendre viscéralement, pas intellectuellement, mais viscéralement, à quel point notre planète est fragile et précieuse. Un astronaute qui reviendrait de Mars, si tant est qu'il revienne, aurait une perspective que personne sur Terre ne peut imaginer. Il aurait vu notre Soleil comme une étoile parmi d'autres. Il aurait vu la Terre comme un point bleu brillant dans l'obscurité. Il aurait marché sur un autre monde, respiré de l'air recyclé, survécu à des conditions que l'évolution n'a jamais prévu que notre espèce devrait endurer, et il serait revenu pour en parler, pour dire que c'était possible, pour ouvrir la voie à ceux qui suivraient. L'exploration de Mars n'est pas seulement une question de technologie, et ce n'est pas seulement une question de physique et de biologie et d'ingénierie. C'est une question de ce que signifie être humain, de notre relation avec le risque, de notre besoin de repousser les frontières, de notre capacité à faire des sacrifices pour quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Les premiers humains sur Mars feront peut-être le voyage le plus courageux de l'histoire humaine, et ils pourraient ne jamais revenir, pas parce que nous n'avons pas essayé, pas parce que nous avons échoué, mais parce que certains voyages transforment tellement celui qui les fait que la notion même de retour n'a plus tout à fait le même sens. Ils partiront comme des explorateurs, et s'ils reviennent,
ce sera comme quelque chose que l'histoire n'a pas encore de mots pour décrire, et les premiers humains à avoir posé le pied sur 2 planètes et à avoir survécu pour le raconter.